Alors, nous allons passer en fait à la première partie en fait de notre journée qui s'intitule en fait, c'est notre première session comportement, perception et Covid-19. Nous avons la chance en fait d'avoir deux invités de renom, Kim Lavoie et Ève Dubé, qui vont partager finalement des données, des éléments reliés en fait à l'ensemble en fait, des études qu'elles ont faites par rapport avec leurs institutions sur justement les comportements et les différents liens. Alors, je vais présenter en fait nos deux conférencières. Je vais commencer par Kim Lavoie. Donc, Dr Lavoie est professeur et titulaire d'une chaire de recherche du Canada en médecine comportementale au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et co-directrice du Centre de médecine comportementale de Montréal. Elle est reconnue à l'échelle internationale pour ses recherches sur la prévention des maladies chroniques et l'impact des interventions comportementales sur les comportements reliés à la santé et l'évolution des maladies chroniques. Elle est également co-dirigeante de l'étude ICAR, une étude internationale conçue pour comprendre les perceptions du public et les réponses aux mesures de prévention de la COVID-19. Donc, beaucoup de travaux qui ont été d'ailleurs, on a beaucoup entendu Kim, notamment dans les médias aussi, des travaux qui ont été publicisés, des données qui ont été transférées. Donc, ravie évidemment de pouvoir accueillir Kim pour cette présentation. Et dans une deuxième partie, nous aurons en fait une présentation de Ève Dubé, qui est une anthropologue de la santé, chercheuse à l'Institut national de santé publique du Québec et au Centre de recherche du CHU de Québec. Elle est professeure invitée au département d'anthropologie de l'Université Laval, une spécialiste des méthodes qualitatives. Dr Dubé oriente principalement ses travaux de recherche sur les enjeux culturels, sociaux et éthiques entourant la prévention des maladies infectieuses. Et en lien avec la COVID-19 et la pandémie, elle a mené différents projets de recherche qui visaient à mieux comprendre les déterminants de l'adhésion des groupes de communautés aux mesures recommandées, l'influence des discours dans les médias traditionnels. Elle s'intéresse particulièrement au phénomène de l'hésitation à la vaccination et de nombreuses recherches au Québec, notamment essayer de comprendre pourquoi les parents hésitent à se faire vacciner et à vacciner leurs enfants. Alors, je vais leur donner la parole tout de suite. Je suis ravie de les accueillir en fait pour cette présentation. Donc, Kim, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais juste ajuster tout le techno. Attends, voilà. Tout le monde m'entend? C'est parfait. Oui, OK, c'est parfait. Alors, juste pour vous dire, mon écran que je regarde, c'est devant moi. Alors, vous allez voir mon profil. Alors, j'espère que c'est correct. Alors, j'ai tout mon setup d'écran ici. Alors, c'est juste un peu plus confortable. Laissez-moi savoir s'il y a un problème avec l'audio, mais ça devrait être correct. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation de faire partie de cette colloque. C'est extraordinaire. Quand j'ai vu tous les noms, je me sens vraiment ravie d'en faire partie. Alors voilà, on va parler de l'adhésion au comportement préventif et l'intention de se faire vacciner dans le monde et au Canada, les résultats de l'étude iCare. Voici mes divulgations, mais je n'ai rien à déclarer en lien avec cette présentation. Alors, voici le plan. Je vais commencer en parlant du contexte comportemental de la pandémie. Ensuite, je vais vous donner un aperçu de l'étude iCare, la conception de l'étude et des méthodes. Et ensuite, je vais passer la plupart du temps avec quelques résultats de notre étude, plus spécifiquement l'adhésion aux consignes sanitaires à l'échelle mondiale et au Canada. Et c'est quoi l'état des affaires en lien avec l'intention de se faire vacciner à l'échelle mondiale et au Canada. Et ensuite, je vais conclure. Alors, le contexte actuel, alors le 11 mars 2020, je pense que c'est une date qu'on va toujours s'en souvenir, l'OMS a déclaré le virus SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, une pandémie mondiale. En date du 29 avril 2021, il y avait 140 809 000 cas confirmés dans le monde, dont 1,2 million au Canada, plaçant le Canada au 22e rang sur 189 en termes de nombre de cas. On sait très bien que le virus se propage principalement par le contact de personne à personne. Alors, assez rapidement, on a tout réalisé que la clé pour ralentir la propagation du virus est donc l'adhésion du public aux consignes de santé publique, consignes sanitaires basées sur le comportement mis en place à travers le monde. Cependant, le respect de ces consignes, on voit ça partout dans les médias, implique les changements comportementaux qui peuvent entraîner des coûts personnels, sociaux et économiques importants qui peuvent affecter la volonté des gens de s'y adhérer.
Alors, comprendre les facteurs psychosociaux, culturels et environnementaux qui influencent l'adhésion aux consignes sanitaires est donc essentiel pour éclairer les décisions politiques et les messages efficaces. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'introduction de notre première conférencier. C'est le domaine vraiment des sciences du comportement et de la médecine comportementale qui peut fournir des informations importantes et complémentaires sur la meilleure façon de gérer la pandémie. C'est quoi la médecine comportementale? Alors, souvent, les gens me posent la question, c'est peut-être quelque chose qui est comme nouveau ou mal compris par des gens. Alors, je vais juste passer quelques minutes pour juste vous parler de c'est quoi exactement la médecine comportementale. C'est vraiment un domaine de la science qui se retrouve à l'interface entre la médecine et la psychologie, ou les sciences comportementales et la médecine. Ça représente l'intégration des connaissances biomédicales et comportementales, vraiment l'interaction entre les processus biomédicaux, psychosociaux, sociétaux, culturels et environnementaux liés à la santé et à la maladie. Et il y a différents champs d'application. Alors, on va appliquer toutes ces connaissances à la diagnostic, au traitement et à la santé publique ou la prévention des maladies. Souvent, c'est confus avec ce que j'appelle la santé mentale ou la psychologie clinique. La médecine comportementale, ce n'est pas l'étude de la santé mentale ou des troubles mentaux, qui est vraiment le domaine de la psychologie clinique ou de la psychiatrie. Alors, pour revenir au contexte, malgré l'importance des facteurs comportementaux dans la gestion de la pandémie, il est alors surprenant que moins de 0,006% des essais cliniques financés à travers le monde, seulement 13 études sur 2168 sur la COVID-19 est portée sur les interventions comportementales ou sociales. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un essai d'intervention, nous sommes très reconnaissants d'avoir reçu du soutien des RSC et du MEI pour étudier les déterminants psychosociaux et comportementaux de la pandémie, ainsi que ses impacts, qui s'appelle l'étude iCare. Alors, c'est quoi l'étude iCare? Ça représente International COVID-19 Awareness and Responses Evaluation Study, et voici le site web. C'est quand même un effort assez grandiose, je peux vous dire. Alors ça, c'est juste un aperçu des différents groupes de travail qu'on a dû former. Et ça représente vraiment une collaboration internationale. Dans notre équipe de chercheurs, on retrouve plus que 200 collaborateurs internationaux multidisciplinaires provenant de 41 pays. Notre sondage, et l'étude, c'est plus qu'un sondage, je vais en revenir, mais c'est présentement disponible dans plus que 36 langues sur notre site web. Nous avons de nombreux partenaires, incluant UNICEF, COVIDEND, les Instituts de santé nationale aux États-Unis, plusieurs gouvernements, l'Association des études canadiennes, COVID École et un groupe de marketing. Alors, c'est vraiment un effort international où on a pu mobiliser très rapidement au printemps dernier tout ce monde-là pour participer à ce projet important. L'objectif de l'étude iCare est de recueillir des données clés sur les connaissances, les attitudes et des comportements, y compris des attitudes et les intentions de vaccination, des gens en ce qui concerne les mesures liées à la COVID-19. Alors, comme j'avais mentionné, ce n'est pas juste un sondage, mais c'est un sondage qui est linké, mergé avec d'autres banques de données. Alors, à la base, c'est un échantillon mondial de convenance qui est disponible en continu depuis mars dernier. Nous faisons aussi des échantillonnages représentatifs dans des pays cibles, incluant le Canada, la France, le Brésil et autres. On va merger avec nos sondages des informations au niveau des politiques au niveau national qui provient du Oxford Policy Tracker website. On va aussi ajouter à nos données tout ce qui provient du site web du Johns Hopkins qui va référer les cas, les décès et des guérisons. Et on va aussi ajouter à notre banque de données les données de mobilité Google. Alors, c'est vraiment une immense banque de données avec beaucoup de potentiel. Pour en parler de nos méthodes en lien avec la conception de notre sondage de base. Alors, notre sondage était vraiment informé par le modèle COMBI, ça s'appelle, de capacité, d'opportunité, de motivation, comportement, publié par Susan Mickey. Et ça va vraiment mettre l'enfance sur 3 facteurs qui sont des déterminants importants du comportement. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment le comportement clé, l'adhésion aux consignes sanitaires, incluant la vaccination. Au niveau de la capability ou capability,
Ça fait référence à la capacité psychologique et physique d'adopter des comportements en question. Alors, ça parle vraiment de à quel point est-ce que les gens pensent qu'ils peuvent adopter, ils sont capables d'adopter des comportements souhaités. La motivation, c'est vraiment à quel point est-ce que les gens perçoivent qu'en adoptant les consignes sanitaires, en les respectant, ma vie serait meilleure. Alors, à quel point est-ce que je vais personnellement en profiter avec ça? Et au niveau de l'opportunité, ça parle vraiment de à quel point est-ce que les gens ont ce qu'ils ont besoin pour bien adopter et adhérer aux consignes sanitaires. Alors, ça va vraiment, on a vraiment incorporé dans nos modules de sondage l'évaluation de ces concepts clés qui sont importants dans le modèle Combi, qui nous permettent de tester certaines hypothèses en lien avec les prédicteurs ou les déterminants de l'adhésion. Dans le sondage, on a 5 modules. Bien sûr, on va collectionner des données sociodémographiques. On va collectionner des données sur l'état de santé des gens et les comportements liés à la santé. Le module qui va vraiment collectionner des données sur les facteurs liés au modèle Combi, c'est des connaissances, les perceptions et adhésion aux consignes sanitaires. On va aussi regarder, explorer des barrières à l'adhésion. On va évaluer les préoccupations que les gens ont liées à la COVID-19 et à la fin, on a commencé lors de la deuxième sondage en avril il y a un an, excusez-moi, quels sont les impacts liés à la COVID-19? Parce que le plus que la pandémie avance, le plus que les gens souffrent des effets qu'on appelle collatéraux ou secondaires des consignes sanitaires, même plus pour certains que la maladie lui-même. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, c'est juste pour vous donner un aperçu de la chronologie de notre étude et nos sondages. Alors, vous voyez ici, dans la flèche, ça, c'est juste tous nos sondages globaux qui sont disponibles en continu. Les dates sont différentes dates où on va faire un peu de push de marketing, un peu plus de publicité. On va aussi, à peu près aux 6 semaines, faire des petits updates, des petites mises à jour à notre sondage pour capturer des données qui sont plus importantes en fonction du contexte actuel de la pandémie. Tous les drapeaux représentent des données représentatives dans des pays cibles. Et on a d'autres échantillons représentatifs qui sont à venir aussi. Alors, c'est juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que nous avons comme données. En date du 19 avril, on a presque 90 000 répondants à travers du monde et voici un peu où sont nos participants. Si on regarde, la majorité de nos participants sont de ces pays ici. Le plus foncé, ça veut dire que nous avons plus de gens de ces pays-là. Alors, on a une bonne représentation du Canada, bien sûr, et des gens qui habitent en Amérique du Nord et du Sud. Beaucoup de gens qui viennent de l'Europe, le Moyen-Orient, Afrique, Asie et Australie. On est très, très, très conscient du besoin de partager des données le plus rapidement possible. Alors, on essaie de faire le transfert de nos découvertes, des connaissances le plus rapidement possible via notre site web, via la création des résumés infographiques en faisant des conférences scientifiques comme celui-ci. On fait aussi des conférences pour le grand public pour les sensibiliser et ensuite via les routes un peu plus traditionnelles, via les publications. Juste pour vous donner un aperçu de quelques petits résumés infographiques qu'on a préparés, voici juste un exemple de une petite analyse qu'on a faite pour démontrer l'impact de l'exemple donné par les politiciens en ce qui concerne le port de masque. Alors, on a pu démontrer qu'à partir du 12 mai, c'est la date où M. Legault a commencé à porter le masque ici au Québec. On a vu une grande augmentation dans la porte du masque chez les Québécois comparativement avant cette date ici. Ça démontre justement l'importance du modelage de nos chefs politiques. Celui-ci, à droite, ça représente une collaboration avec Olivier Drouin, qui est un peu le maître en arrière du site web COVID École. On a pu démontrer que vraiment la courbe d'infection au Québec a vraiment pris l'effet. À peu près 2 semaines après la rentrée scolaire au printemps passé, c'est ça qui a vraiment, d'après nous, débuté la deuxième vague. Alors, voici 2 exemples des résumés infographiques qu'on a mis disponibles sur nos sites web.
Voici deux exemples de des conférences qu'on a données, à la fois scientifiques et pour le grand public. Et maintenant, je vais passer le restant du temps pour vous donner un petit aperçu de quelques résultats de notre étude en lien avec l'adhésion aux consignes sanitaires à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est vraiment dans une échantillon de 61 000 répondants jusqu'au fin février, jusqu'au début février. Et on a pu observer que la porte du masque, le lavage des mains et la distanciation physique sont à la hausse depuis septembre. Alors, on sait que le masque a pris un peu de temps à prendre effet à travers du monde, mais c'est peut-être une des mesures sanitaires le plus adoptées à travers du monde. Cependant, on observe aussi une réduction de l'évitement des rassemblements sociaux depuis le début de la pandémie. Alors, ça, c'est la courbe rouge. Alors, ça démontre à quel point soutenir l'adhésion à ce comportement pose le plus de problèmes à travers du monde chez des gens. Et on pense que c'est parce que, justement, on est des êtres humains très sociaux. C'est peut-être la plus grosse sacrifice qu'on a à faire en lien avec la pandémie, de ne pas voir nos amis, de ne pas sortir. C'est très difficile. Alors, si moi, j'ai un petit point à retenir ici, c'est d'aider le plus possible les gens à soutenir l'adhésion à cette consigne-là qui coûte effectivement très cher pour les gens, non seulement au Canada, mais à travers du monde. Un autre comportement qu'on suit depuis le début de la pandémie, c'est à quel point les gens respectent les consignes en lien avec la quarantaine après avoir voyagé et aussi l'isolement en cas d'infection de COVID ou en cas de présentation de symptômes de la COVID. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un désengagement beaucoup plus important face à la quarantaine à la suite d'un voyage entre septembre et novembre. On voit ça ici, la ligne bleu foncé. Et en moyenne, on voit aussi, un peu inquiétant, environ 1 personne sur 10, ça c'est vraiment de la population mondiale, avec la COVID ou présentant des symptômes de la COVID, rapportait ne pas s'isoler la plupart du temps. Et ça, c'est la moyenne. J'ai dû tracer une ligne, mais on voit beaucoup de variabilité aussi, surtout entre le mois de juillet et, je dirais, le mois de décembre. Alors, c'était plutôt une moyenne de 15 qu'on a observé pendant cette période-là. Ça veut dire que 15 des gens avec des symptômes ou une infection avec la COVID confirmée ne s'isolaient pas chez eux la plupart du temps. Alors, ça peut expliquer pourquoi on a observé une deuxième vague si importante. Si maintenant, on tourne vers le Canada, et ça, c'est des données sur 15 000 Canadiens entre mars de l'année passée et janvier 2021. Qu'est-ce qu'on observe ici? C'est qu'on était très heureux de voir ça. La plupart des Canadiens, on dit plus que 80 adhèrent aux principales mesures de prévention depuis le début de la pandémie la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le lavage des mains, le port de masque, la distanciation sociale, le respect du quarantaine et le respect de l'isolement en cas d'infection. Encore une fois, la seule exception est l'évitement des rassemblements sociaux qui a chuté au cours de l'été dernier. On a observé que 40 des gens respectaient ce consigne-là et c'est lentement amélioré depuis. Mais on voit que c'est peut-être encore une fois chez les Canadiens, comme chez les gens à travers du monde, le consigne sanitaire qui pose le plus de défis, le plus de problèmes. On a regardé aussi dans nos données le profil des gens avec une bonne adhésion. Et qu'est-ce qu'on retrouve? C'est surtout des femmes, des personnes plus âgées et des personnes sans emploi qui semblent être plus adhérents. Qui nous fait poser la question, est-ce que c'est parce que c'est les gens qui sont généralement moins mobiles, qui ont plus de facilité à observer des consignes sanitaires? Et si on regarde les données au Québec et à Montréal à ce temps-ci, on voit que 80 à 90% des éclosions se retrouvent justement dans les deux milieux où les gens se croisent. Et c'est soit dans les milieux scolaires, à l'école, ou dans les garderies, ou bien au travail. Alors, ça peut expliquer pourquoi les gens sans emploi semblent avoir plus de facilité à respecter des consignes. On a regardé chez nos Canadiens aussi quels sont les prédicteurs de l'adhésion. Et voici qu'est-ce qu'on a trouvé.
Premièrement, la connaissance des mesures de prévention, qu'est-ce qu'on appelle le savoir, n'est pas du tout prédictive. Plus que 90 jusqu'à 95 de la population au Canada sont très bien et belles au courant de tout ce qu'ils ont à faire. Alors, c'est un mythe que les gens ont besoin plus d'éducation sur quoi faire. Cependant, la perception de l'importance des consignes sanitaires était parmi les prédicteurs le plus importants, avec un odds ratio de 4,1. Être inquiète d'être infecté ou d'infecter des autres était aussi un prédicteur important. Les gens avec ces préoccupations-là étaient au moins 2 fois plus susceptibles à respecter des consignes. Être préoccupé par les impacts sociaux de la pandémie, l'isolement, les impacts plus globaux en lien avec l'économie était aussi prédictif. Les gens étaient 2 fois plus susceptibles à adopter des comportements s'il y avait ces préoccupations-là. Intéressant, des préoccupations financières personnelles élevées étaient associées à une moins bonne adhésion d'environ 20 Ça veut dire que les gens qui vécu plus de pertes au niveau de leur emploi, leur restaurant, tous les gens qui ont vraiment souffert côté financièrement étaient moins portés à écouter ou respecter des consignes sanitaires. Alors, les principaux facteurs de motivation de l'adhésion. Alors, une question qu'on a mis dans le sondage depuis le début, c'est tout simplement, écoute, si on veut vous motiver, vous persuader à respecter, écouter des consignes sanitaires, mais qu'est-ce qui va vous motiver le plus? Alors, je vais vous montrer les 3 réponses qui sont sorties comme les plus importantes, et ça provient de notre échantillon global. Mais je peux vous dire que c'était les mêmes, soit qu'on les regarde au niveau de notre échantillon global ou notre échantillon canadien. En 3e place, on trouve fournir de l'information sur les taux locaux d'infection, d'hospitalisation et de mortalité. Alors, ça semble être un motivateur important pour que les gens suivent un peu l'état de la pandémie dans leur région personnelle. En 2e place, on retrouve fournir de l'information sur les manières dont mes actions ralentissent la propagation des infections. Ça, je trouve ça très important et j'ai souvent dit ça dans mes entrevues avec le média. Je pense qu'une des critiques que j'ai données au gouvernement, c'est plutôt de juste donner aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, mais donner plus de rétroaction, plus de feedback sur comment tous les sacrifices que les gens font, parce qu'effectivement, la majorité des Québécois et des Canadiens écoutent, respectent bien les consignes sanitaires, mais à quel point est-ce que ça porte fruit? Alors, je pense que ça reflète un besoin qu'on a tous, c'est de savoir que bien que je suis prête à faire des sacrifices, c'est important pour soutenir la motivation des gens, de donner du feedback sur à quel point ça atteint l'objectif pour lequel c'était mis en place. Et en plus, première place, on trouve fournir de l'information sur les manières dont mes actions sauvent des vies. Alors, je pense que ça reflète aussi les plus grandes préoccupations des gens, c'est effectivement la santé personnelle et de la santé des proches. Alors, encore une fois, ça rejoint, d'après moi, le 2e point, vraiment fournir du feedback sur comment tous les sacrifices que les gens font, ça arrive à atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été mis en place. Absolument essentiel. Maintenant, on va tourner vers la vaccination et je vais vous présenter quelques-unes de nos données à l'échelle mondiale et au Canada. Alors, voici les données provenant de notre échantillon global qui représente des réponses de 32 000 personnes. Et pourquoi ce n'est pas l'échantillon total? C'est parce qu'on a juste fait sortir à peu près une dizaine de pays pour vous montrer des différences parce que sinon, ça fait un graphique un peu trop occupé, un peu trop busy. Alors, voici les intentions positives de se faire vacciner. Alors, c'est les gens, la proportion de répondants qui ont déclaré être extrêmement susceptibles de se faire vacciner contre la COVID-19. Et la tendance globale pour tout l'échantillon, c'est la ligne ici en bleu pâle. Alors, qu'est-ce qu'on observe? C'est à l'échelle mondiale, les intentions de vaccination sont généralement à la baisse. Ils sont par contre les plus élevés au Brésil, en Italie et en Royaume-Uni, qui sont parmi les pays qui étaient peut-être le plus touchés par la COVID-19 lors de la première vague. Et on peut observer que les intentions de se faire vacciner sont les plus bas en France. Ça, c'est ici la courbe en bleu.
En Turquie, en Colombie et aux États-Unis, on retrouve des taux plus faibles que 60 %. Alors, si on garde en tête le seuil de vaccination qu'on va avoir besoin pour atteindre l'immunité collective, on entend parler de 70 75 mais de plus que le temps avance, le plus qu'on pense avec l'arrivée des variants, que ça va être beaucoup plus élevé que ça, plutôt que 90 on voit ici, c'est un chiffre très inquiétant qu'on observe dans ces pays-là, surtout des États-Unis et nos cousins de la France. Si on regarde le profil des gens qui sont hésitants maintenant, on retrouve des femmes, les personnes plus jeunes, âgées généralement en bas de 25 ans, comparativement à des groupes d'âge plus âgés. C'est les gens qui ont tendance à habiter en milieu rural, alors les gens qui habitent à l'extérieur des grandes villes, les gens qui ont du faible revenu, des gens qui ont des antécédents de refus de vaccin contre la grippe. Alors, on voit ici que les gens qui ont des attitudes généralement négatives envers la vaccination sont moins susceptibles à se faire vacciner. On voit aussi que les gens en Amérique du Sud versus les gens qui viennent de l'Europe et Amérique du Nord sont généralement plus susceptibles de vouloir se faire vacciner. Alors, c'est très intéressant. On est en train de creuser un peu plus dans ces données-là. Maintenant, les prédicteurs de l'hésitation à la vaccination. Alors, on a évalué, un des prédicteurs importants, c'est quelles sont les inquiétudes des gens parce que ça reflète leur motivation. Et qu'est-ce qu'on a pu observer? Que les préoccupations, encore une fois, financières personnelles sont associées à une augmentation de 45 des chances d'hésitation d'hésitant à se faire vacciner. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on voit ici. On a évalué toute une série de préoccupations, puis ensuite, on a fait un factor analysis pour pouvoir les regrouper en catégories. Et on voit aussi ici, encore une fois, que autant pour l'adhésion pour des consignes sanitaires en général, on voit aussi c'est un facteur de risque pour l'hésitation à la vaccination. En revanche, les préoccupations en lien avec la santé et les préoccupations socio-économiques sont associées à une diminution de 30 et 18 respectivement des charges d'hésitation à la vaccination, qui démontrent que, effectivement, les gens qui sont plus préoccupés par la santé et les plus préoccupés par le fait qu'on vit toujours sous des restrictions, qu'on est toujours isolé de nos proches, ça représente des motivateurs très forts de se faire vacciner. Si on regarde maintenant les intentions de se faire vacciner chez les Canadiens, ça reflète des données entre avril 2020 et mars 2021. On voit un peu un revient à la base. Alors, on voit qu'au pic de la première vague, les intentions de se vacciner, ça veut dire la proportion des répondants qui ont déclaré être extrêmement susceptibles de se vacciner. On voit, c'est à peu près 2/3 des gens au Canada. C'était à la baisse en novembre dernier. Seulement 51 % étaient prêts à recevoir le vaccin et c'est maintenant à la hausse, heureusement. Alors, règle générale, environ 2/3 des Canadiens déclaraient extrêmement susceptibles de se faire vacciner. Et comme j'avais mentionné, les intentions ont beaucoup diminué entre la première et la troisième vague, mais c'est maintenant à la hausse, qui sont des bonnes nouvelles. Maintenant, le profil des Canadiens qui sont hésitants, encore une fois, ça suit des tendances globales. Les femmes, les personnes qui sont généralement plus jeunes, les gens qui sont en bas de 50 ans, on retrouve aussi des minorités visibles, les gens qui ont moins d'éducation et les gens qui ont des plus faibles revenus. Qu'est-ce qui est inquiétant ici dans le contexte canadien? C'est qu'on retrouve des gens qui sont plus à risque d'attraper la COVID et d'avoir des effets secondaires plus importants, qui sont les plus réticents, qui sont les plus hésitants à se vacciner. Alors, d'après moi, c'est quelque chose à adresser le plus rapidement possible. Maintenant, les principaux facteurs de motivation de la vaccination, et ça provient de nos données représentatives au Canada depuis le mois de janvier de cette année. En troisième place, on retrouve savoir que de faire vacciner aiderait à protéger les autres autour de moi. Alors, c'est pas protéger moi-même parce qu'on avait cette option-là, mais c'est plutôt protéger les proches autour de moi. En deuxième place, on trouve avoir des informations sur lesquelles le vaccin est sécuritaire et plus susceptible d'avoir des effets secondaires, pas surprenant celui-là. Et en première place, avoir des informations indiquant que le vaccin est efficace. Ça veut dire que ça offre un degré élevé de protection.
Alors, connaître ces principaux facteurs de motivation peut nous aider à mieux informer des campagnes de vaccination et de sensibilisation. Alors, pour conclure, les points à retenir sont les suivants. Pour survivre à la pandémie, il faut comprendre les déterminants du comportement humain normal. Alors, ce n'est pas le domaine de la psychologie anormale, la santé mentale, quoi que ce soit. C'est vraiment le domaine des sciences comportementales pures et dures. Savoir quoi faire est généralement insuffisant pour motiver un changement de comportement, pour quoi que ce soit. Soit si on parle pour amener les gens à être plus actifs physiquement, cessation tabagique, adhésion à la médication, le savoir, c'est généralement insuffisant. Les gens doivent comprendre et accepter le pourquoi et pas seulement le quoi. Les messages de santé publique devraient viser à convaincre le public de l'importance de l'adhésion pour obtenir ce qu'ils veulent. Généralement, nos données démontrent que qu'est-ce que les gens veulent à l'échelle locale et mondiale, c'est la réduction de la transmission du virus et assouplissement des restrictions. Ça soulève qu'est-ce qui motive les gens à écouter les consignes sanitaires. Alors, les gouvernements doivent faciliter le changement de comportement par le biais de programmes d'aide financière et en rendant les matériels disponibles et abordables et en rendant les vaccins disponibles et accessibles, qui vont renforcer la capacité et les opportunités de bien respecter les consignes sanitaires. Voici un aperçu de quelques articles qui ont été publiés dans le domaine de la médecine comportementale qui parlent de comment les sciences comportementales peuvent informer les réponses en lien avec la pandémie. Je tiens à remercier mon équipe extraordinaire au Centre de médecine comportementale de Montréal et à tous mes collaborateurs à travers du monde en lien avec l'équipe d'études iCare. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kim, pour cette présentation rapide. et pour vite. ces données, en fait. Oui, oui, rapide. Je pense que les slides que tu as présentés, tout ça, étaient très éclairants, en fait, sur les données qu'on a. Puis, je pense que ça commence bien la journée de montrer, en fait, l'ensemble, comme on dit, la représentation à travers le monde et les différences et aussi les mêmes choses, en fait, qui peuvent se passer ou certains comportements qu'on retrouve, en fait, de façon… Alors, je voulais juste préciser que nous avons laissé dans le chat, on a précisé que si vous voulez poser des questions, vous avez des commentaires, on peut poser des questions. Je viens de voir que Roxane, en fait, Borges da Silva, a levé la main. Alors, on va donner la parole à Roxane qui peut intervenir pour poser sa question. Vas-y, Roxane. Merci Kim pour ta présentation, c'est vraiment passionnant de voir tous les résultats que vous avez obtenus. Puis c'est ça avec votre superbe, extraordinaire, internationale enquête, si je peux dire. En fait, j'ai des questions par rapport à l'hésitation à la vaccination. On a vu que peut-être que je devrais attendre que Eve présente ses résultats avant, mais c'est pas grave, je mets la table pour une question pour Eve également. En fait, comment on explique les différences entre les résultats de l'INSPQ et les résultats en fait de ton étude, où on voit en fait, je comprends que dans la tienne, tu nous disais que 65% des gens avaient l'intention, étaient très susceptibles, pour reprendre tes mots, de se faire vacciner. Mais j'ai l'impression que dans les données de l'INSPQ, on arrive à des niveaux plus élevés. Alors, comment on peut expliquer ça? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher un 85% comme on voudrait l'avoir dans la population? Oui. Écoute, merci pour la question. Juste pour préciser, qu'est-ce que j'avais présenté, le 65%, ça reflète les gens qui sont très susceptibles à se faire vacciner. Alors, je ne sais pas si vous avez compris l'inverse, mais ça veut dire qu'il y a quand même… Oui, c'est ça. C'est 2/3 des Canadiens qui se disent très susceptibles à recevoir le vaccin. Alors, il y a aussi des gens dans le 35%, dans la balance pour atteindre le 100%, qui sont portés, ils ont dit « ouais, peut-être », mais c'est des gens qui sont classiquement hésitants. Alors, comment qu'on avait classifié des gens? Et je pense que ça répond à votre question. Premièrement, qu'est-ce qui peut refléter des différences? C'est que, premièrement, si on regarde, on a fait des analyses à travers du Canada et INSPQ, c'est au Québec. Mais si on regarde par province, on voit effectivement que les Québécois, comparativement à des gens dans d'autres provinces, sont plus susceptibles à vouloir se vacciner pour X raisons. Okay. Alors, ça, c'est pour dire que je pense que ça rejoint les données de l'INSPQ. Mais en même temps, ça peut être une différence en lien avec
l'échelle qu'on utilise. Alors, d'après ce que j'ai bien compris, l'échelle qu'utilise ANISPQ, vous avez 3 options de réponse, oui, non ou je ne sais pas. Et je ne suis pas sûre si le je ne sais pas, c'est calculé comme quelqu'un qui hésite ou je ne sais pas, puis ils sont exclus. Mais effectivement, nous, on a plus de choix de réponse. Alors, nous avons 4 choix de réponse et le 35 qui sont hésitants selon notre définition sont les gens qui disent non, je veux rien savoir du vaccin, c'est très peu probable et c'est possible, mais je ne suis pas convaincue. Ça retrouve notre 35 qui peut expliquer les petites différences. Merci. En fait, je comprends, c'est quand même rassurant de voir que les Québécois sont plus portés à se faire vacciner que les Canadiens. Donc, c'est rassurant pour nous au Québec. Merci. Oui, de rien. Merci Roxane. J'ai une autre question, en fait, Kim, pour toi, qui devient d'une de mes collègues, Sabine Kruger, de l'Université de Laval, qui nous dit qu'elle est un petit peu surprise du résultat par rapport à la partie de ton échantillon de ceux qui souffrent financièrement le plus, en fait, et qui respectent le moins les consignes. Elle semble dire que ce résultat semble contre-intuitif. Est-ce que tu pourrais nous dire si vous aviez des moyens de comprendre à l'intérieur du sous-groupe, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette variation, par exemple? Oui, en fait, une de nos explications, une hypothèse que nous avons, c'est que les gens on retrouve dans ce groupe-là les gens qui ont plus tendance à être des travailleurs essentiels. Alors, c'est fort probable que les gens qui sont des travailleurs essentiels ont moins d'options, ont moins de flexibilité dans leur horaire. Et ça se peut qu'ils vont dire, bien, écoute, j'ai pas pu ne pas me pointer ou j'ai pas pu, mettons, maintenir les distances justement parce que je me retrouve dans une école ou je me retrouve dans un hôpital. On a beaucoup aussi de travailleurs qui travaillent dans le milieu de la santé qui ont dit aussi la même chose. Alors, c'est sûr que nous, on demande la plupart du temps, c'est quoi le pourcentage de gens qui disent « je respecte ça la plupart du temps ». Alors, effectivement, le fait que les gens dans cette groupe-là, qui ont plus de difficultés à respecter les consignes à ce niveau-là, sont plus portés des travailleurs essentiels qui peuvent créer plus d'opportunités ou plus de risques de... C'est pas une trissage volontaire, mais plutôt involontaire selon notre hypothèse, en tout cas. Je comprends, c'est des éléments intéressants en tout cas. Ben, merci beaucoup pour la présentation. On va voir là maintenant la présentation d'Ève Dubé, puis après on aura aussi la présentation d'Olivier Drouin qui va nous parler de certains comportements. Donc la matinée se terminera avec une autre partie où on va pouvoir discuter aussi entre nous. Alors maintenant, je vais donner la parole à Ève Dubé de l'INSPQ que j'ai présenté un petit peu plus tôt, qui va nous présenter évidemment les données au niveau du Québec spécifiquement et des différentes études qui ont été faites. Merci beaucoup Ève pour ta présentation. Merci pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit très bien. Merci beaucoup. Bon, excellent. Donc, suite à la présentation de Kim, on va maintenant se concentrer davantage sur les données au Québec. Et donc, je vais vous présenter les sondages que l'on mène à l'INSPQ avec un angle particulier sur la perception du risque. J'ai omis d'ajouter ma diapo sur les conflits d'intérêts. Je n'ai pas de financement de l'industrie pour les travaux que je mène. Par contre, ces sondages-là sont financés par le ministère de la Santé du Québec. Bon, j'essaie d'avancer, ça ne fonctionne pas. Sinon, c'est moins le fun si on n'a pas un petit problème technique. Ah, bon, voilà. Donc, sans répéter ce que mes collègues ont déjà dit ce matin ou dans l'introduction, bien, comme vous le savez, dans le contexte de la pandémie, pour l'instant, ou outre la vaccination, la principale stratégie que l'on a pour diminuer la propagation du virus, c'est réellement de modifier les comportements des gens en implantant toutes sortes de mesures de confinement. Je rajouterai aux éléments qui ont déjà été présentés aussi le contexte de l'infodémie. Donc, l'OMS a utilisé ce terme-là pour qualifier une épidémie d'information qui se produit durant la pandémie. Donc, l'infodémie, ce n'est pas nécessairement le fait qu'il y ait de la fausse information ou des fake news qui circulent, mais beaucoup plus qu'il y a une surabondance d'informations vraies, basées sur des données probantes, pas vraies, mais ça peut rendre difficile pour les gens de comprendre et d'avoir une bonne idée des comportements adoptés
ou des stratégies les meilleures, ça peut aussi générer évidemment là, de la désinformation puis un manque d'adhésion là, aux mesures sanitaires. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur les aspects de perception du risque qui sont un déterminant aussi important de l'adoption de comportements de santé. La perception du risque dans les sciences comportementales, ça reflète davantage ce que les gens voient ou perçoivent comme probabilité de survenue d'un événement indésirable que ce qui pourrait être évalué par des experts. Donc, il faut distinguer le risque épidémiologique, qui peut être défini par toutes sortes de stratégies de calcul, de la perception du risque d'un individu qui évalue à partir de ses valeurs, de ses connaissances, des personnes autour de lui, le risque qu'il juge qu'il va rencontrer. Et donc, en communication, dans les stratégies de persuasion, ce que l'on veut, c'est que les gens aient une perception adéquate des risques pour motiver l'adoption des actions recommandées. On essaie d'éviter de faire trop peur ou de trop accentuer la perception du risque pour que les gens stoppent des activités qui pourraient être bénéfiques ou à faible risque. De l'autre côté, il faut quand même jouer sur les perceptions du risque pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'insouciance, mais aussi de trouver des façons d'optimiser le sentiment d'être capable d'adopter des actions pour pas que les gens se placent dans une posture fataliste. Et donc, comme c'était souligné par Nathalie dans le message d'introduction, je vais vous présenter les sondages que l'on réalise depuis mars dernier au Québec là, en lien avec la pandémie. Sur le site web de l'INSPQ, il y a différents résultats qui sont présentés. Puis, on aura prochainement là, toute une infographie sur l'hésitation à la vaccination là, qui devrait être publiée cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Donc, notre étude consiste à des sondages transversaux par panel web. Donc, on l'emmène depuis le 21 mars 2020. Au début, c'était des sondages quotidiens, donc 1000 personnes chaque jour entre mars et fin juin. Depuis juillet, on a 3300 répondants par semaine et on suréchantillonne au niveau régional ou des régions socio-sanitaires au Québec pour avoir un profil non seulement pour la province, mais aussi pour les différentes régions les plus populeuses. Et donc, bien que c'est un échantillon non probabiliste, on pondère ou on corrige quand même nos données pour qu'elles soient représentatives des caractéristiques socio-démographiques des différentes régions en ce qui a trait à l'âge, le genre, le niveau d'éducation. On mesure évidemment les opinions, les attitudes face à la pandémie puis aux différentes mesures de confinement. Notre sondage a été ajusté au fil du temps là, pour tenir compte des changements, mais on mesure aussi les conséquences de ces mesures-là ou de la pandémie sur la santé mentale, puis différents aspects de la santé physique, donc activité physique, consommation d'alcool, cannabis, tabac, insécurité alimentaire, malbouffe, entre autres choses. Pour la présentation d'aujourd'hui aussi, je vais vous présenter les résultats de certaines analyses par composantes principales que l'on a fait pour créer des profils un peu parmi nos répondants en fonction des perceptions du risque, mais aussi de l'adhésion aux différentes mesures recommandées là, dans le contexte de la pandémie. Évidemment, comme c'est un sondage par panel web, il y a les limites du fait que c'est un échantillon non probabiliste. Évidemment, il y a certains biais des gens plus intéressés qui vont participer. Puis les taux de réponse sont estimés autour de 10 là, pour chacune des vagues de collecte. Je pense que ce qui permet d'avoir confiance dans nos données, c'est le nombre de répondants qu'on a. Les gens, donc à 3300 répondants par semaine, ça fait un échantillon assez substantiel. Puis les gens, une fois qu'ils ont répondu une première fois au sondage, ils ne peuvent pas être réinvités pour le mois suivant. Et malheureusement, on ne peut pas suivre nos répondants. Donc, on ne peut pas comparer pour un répondant individuel l'évolution dans le temps. Je présente ici un résultat que l'on ici entre juillet puis la semaine dernière sur l'évolution de la pandémie. On demande aux gens, selon vous, est-ce que le pire de la crise est derrière nous? Est-ce que le pire de la crise est à venir ou est-ce que nous vivons présentement le pire de la crise? Je pense que c'est un résultat qui permet d'avoir un petit peu le pouls de la population là, par rapport à ce qui se passe avec la pandémie.
Puis ce qu'on a vu au fil du temps, ben, c'est qu'évidemment, avec les vagues pandémiques, ben, à l'été, la plupart des gens disaient le pire est derrière nous. Puis là, ben, avec l'augmentation du nombre de cas, de plus en plus de personnes considéraient que le pire était présentement. Puis en date de la semaine dernière, c'était une personne sur deux qui disait que le pire, c'était maintenant. J'ai regardé rapidement là, les résultats ce matin et ça l'a rediminué. Donc là, on est à 50% des gens qui considèrent que le pire est maintenant, 25% qui croient que le pire est à venir et 25% qui croient que le pire est derrière nous. Je vous présente ici encore une fois, là, des résultats, mais là, spécifiques à la perception des risques. Donc, est-ce que les gens se considèrent à risque d'attraper la COVID? Est-ce que ça les inquiète? Qu'est-ce qu'ils sont inquiets, inquiètes à l'idée d'attraper la COVID ou inquiets, inquiètes à l'idée de la transmettre? Bon, les couleurs sont peut-être pas super faciles à distinguer. Donc, la ligne du bas, c'est la perception d'être très à risque. Et les deux autres, c'est être inquiet à l'idée de transmettre ou d'attraper la COVID. Puis ce qu'on voit, c'est que 40% environ des gens se considèrent très à risque et c'est plutôt 6 personnes sur 10 qui sont inquiets à l'idée d'attraper ou de transmettre. Et l'autre chose, c'est que bien, il y a eu des fluctuations à travers le temps, mais ça demeure assez stable là, depuis que l'on mesure ça depuis la fin du mois de mars. Par contre, il y a des différences importantes selon l'âge. Ici, je vous présente les données de la fin du mois de mars. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un biais là, très grand pour les jeunes. Donc, les jeunes se considèrent beaucoup moins inquiets d'attraper, considèrent que ce sera beaucoup moins dangereux pour leur santé ou se considèrent beaucoup moins à risque. Par contre, ce sont ce groupe qui sont le plus préoccupés à l'idée de transmettre la COVID à d'autres personnes de leur entourage, contrairement aux personnes plus âgées qui sont moins inquiets par rapport à ce risque-là. Ici, je vous présente une mesure qui nous permet de suivre l'adhésion de façon globale. Pour nos travaux, nous, on a choisi de se concentrer. On mesure évidemment l'adhésion à toutes sortes de mesures, le port du masque, si les gens sont en télétravail, le fait de se déplacer dans d'autres régions du Québec. Mais pour avoir un portrait ou un sommaire, on a choisi de regarder les gens qui disent toujours se laver les mains, toujours pratiquer la distanciation physique en société et éviter les rassemblements privés. Bon, rassemblement privé, c'est maintenant une expression bien connue au Québec, mais ça veut dire inviter ou recevoir des gens avec qui on n'habite pas là, à l'intérieur de notre domicile. Et ce qu'on regarde, c'est vraiment les gens qui disent « dans la dernière semaine, je l'ai toujours fait ». Donc, c'est une mesure un peu plus sévère, mais qui permet vraiment là, de bien, je trouve, suivre l'évolution de l'adhésion et qui sont moins, à part pratiquer la distanciation physique en société, qui sont peut-être moins liés au travail que l'on fait ou à d'autres contraintes de l'environnement. Puis ce que l'on observe, c'est que c'est un petit peu moins qu'une personne sur deux qui disent toujours respecter ces mesures-là. Je n'ai pas présenté la donnée à l'été, mais on était autour de 30%, puis ça reflétait aussi l'état de la situation actuelle avec les assouplissements. Et on a vu une augmentation de l'adhésion au retour du congé des fêtes, alors que dans les discours dans les médias étaient beaucoup axés sur la surcharge des services de santé, la fatigue des soignants. Ça a eu un impact là, sur l'adhésion. Puis là, pour les dernières semaines, on est toujours autour de 46%. Quand on regarde selon le genre, il n'y a pas de différence importante. Les femmes respectent davantage les consignes que les hommes. Par contre, quand on regarde selon l'âge, il y a des différences importantes et entre autres, chez les 18-24 ans, c'est 21% des répondants qui disent suivre ça, là, en date de la semaine dernière, qui disaient suivre toujours ces mesures-là et évidemment, plus l'âge augmente, plus l'adhésion augmente. Donc, il y a une différence importante là, selon l'âge. Une autre donnée que je trouve intéressante, on entend beaucoup parler de fatigue pandémique, de démotivation, d'une proportion de plus en plus grande de gens qui ne suivraient plus les mesures. Nous, on demande aux répondants
à quel point ce sera facile ou difficile pour eux de suivre les mesures encore quelques semaines, encore 2-3 mois ou encore 6 mois. Et là, je vous présente ici les données qui ont été recueillies entre le 16 et le 21 octobre et entre le 2 et le 14 avril. Puis, étonnamment, ou heureusement, bien, la proportion de gens qui gardent leur motivation, elle demeure la même. Donc, peu importe que le temps passe, il n'y a pas une proportion de plus en plus grande de personnes qui se disent « Ah non, moi, je ne serai plus capable de poursuivre ou de maintenir l'effort encore 6 mois. » Donc, ça l'indique que bien qu'il y ait beaucoup de conséquences dramatiques, évidemment, là, des mesures de confinement, pour une bonne proportion de répondants, il y a toujours une motivation puis une adhésion là, aux consignes sanitaires. Et bon, comme je le disais au début de la présentation, on a regardé comment se comportaient les gens. Donc, on a pris tout le panel de questions qu'on avait, puis on a fait des analyses pour essayer de faire des profils un petit peu, entre autres en regardant la perception des risques, mais aussi les attitudes face aux mesures, le désir d'assouplissement, le fait de suivre les mesures recommandées ou non, puis d'autres variables. Puis on est arrivé à faire un profil, puis on a nommé ces groupes-là, et avec un niveau d'adhésion qui est de plus en plus grand entre les groupes à la gauche puis à la droite. Donc, d'un côté, on a 22 des gens qu'on a qualifiés de mobilisés. Ce sont des gens qui vont adhérer toujours aux consignes, qui vont avoir généralement des attitudes positives face aux mesures, mais qui se perçoivent peu à risque. Probablement, on peut émettre l'hypothèse que c'est parce que justement, ils suivent les mesures. On a quand même un tiers de l'échantillon qu'on a qualifié de craintif. Donc, ce sont des gens qui ont une perception élevée des risques de la COVID. Donc, ils sont très, très, très inquiets par rapport à la COVID, qui vont évidemment bien suivre les mesures, mais qui sont peut-être trop anxieux par rapport à leurs risques réels. On a un 20 qu'on a qualifié de critiques. Ce sont des gens que quand on leur pose des questions sur leur attitude face aux mesures, vont être généralement négatifs, vont être en désaccord avec plusieurs interventions, mais qui vont toujours, malgré tout, suivre les mesures quand on les questionne sur leur comportement. Donc, un respect des mesures, mais des attitudes plus défavorables. Puis c'est aussi un groupe pour lequel la perception du risque est plus faible de la COVID. On a un 11 de gens qu'on qualifie de récalcitrants. Donc, ces gens-là ont une faible perception des risques liés à la COVID, mais aussi une faible adhésion aux mesures, puis des attitudes généralement négatives face aux mesures. Puis enfin, on a un 13 d'opposants. Donc, c'est un groupe qui n'a aucune crainte liée à la COVID, très faible perception du risque, et c'est le groupe qui a la plus faible adhésion face aux mesures. On a aussi une mesure là, de vision du monde complotiste. Donc, c'est une échelle qui a été validée dans d'autres études et qui ne porte pas spécifiquement sur des théories du complot liées à la pandémie, mais plutôt des affirmations générales là, par rapport à différentes théories du complot. Et on a fait un score, donc les gens qui vont considérer que la majorité de ces affirmations-là sont vraies, on dit qu'ils ont une vision du monde complotiste. Et évidemment, la proportion est plus grande là, chez ces répondants-là. En termes de santé publique, et moi, mon champ de recherche habituel, c'est la vaccination. On va dire que les très opposés ou les critiques contre les vaccins, c'est habituellement 2-3 de la population. Et là, le fait qu'il y ait 13 de gens très critiques et très opposés aux mesures, ça demeure quand même préoccupant là, dans une logique populationnelle. Je vous ai mis ici là, une brève idée du profil sociodémographique des différents groupes de répondants avec leur âge. Quand la donnée est en rouge, c'est qu'il y a une différence statistiquement significative là, dans les résultats. Ce que l'on voit généralement, c'est que les groupes plus opposés ou critiques sont généralement plus jeunes et qu'il y a davantage d'hommes, alors que les groupes plus mobilisés ou les craintifs sont généralement des groupes qui regroupent des personnes plus âgées et généralement davantage de femmes.
Comme je le disais, la vision du monde complotiste là, est très présente chez les opposants récalcitrants, très peu présente chez les mobilisés, les craintifs. Un résultat que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'on a des échelles de mesure de l'anxiété et de la détresse psychologique. Puis ce que l'on voit, c'est que même chez les gens qui sont très craintifs par rapport à la COVID, le niveau d'anxiété puis de détresse est beaucoup plus faible que chez les récalcitrants et les opposants. Autre résultat, c'est que le niveau de scolarité augmente également, là. Donc, les opposants, les récalcitrants sont plus nombreux proportionnellement à avoir une scolarité de niveau secondaire ou moins comparativement au groupe des mobilisés craintifs qui sont proportionnellement plus nombreux à avoir un niveau d'éducation universitaire. Et donc, à quel point la vaccination va influencer la perception des risques? C'est une question importante, je trouve, entre autres on sait que malgré le fait qu'on peut avoir reçu une dose de vaccin, on doit continuer à adopter les gestes barrières, le port du masque, éviter les rassemblements. Mais on peut penser que les gens vaccinés vont avoir une plus faible perception du risque et peut-être être moins motivés à continuer leur comportement de prévention. Donc, quand on regarde les données du registre de vaccination, chez les Québécois de 18 ans ou plus, c'est 46 qui ont reçu une dose de vaccin contre la COVID. Quand on regarde parmi les résultats de nos sondages, pour la semaine du 23 au 28 avril, c'est 47 de nos répondants qui ont dit avoir été vaccinés au moins une dose. Donc, c'est rassurant de voir que nos données correspondent aux données du registre, là, qui est la valeur de référence là, pour la vaccination au Québec. Donc, on est rendu à près d'une personne sur deux. Par contre, quand on regarde nos items de perception du risque et qu'on croise selon le statut vaccinal oui non, il n'y a pas de différence et même il y a un résultat un peu contre-intuitif qui fait que même les gens vaccinés ont encore une plus grande perception du risque. Je crois que ce résultat-là s'explique par la vaccination par groupe prioritaire et le fait qu'on a vacciné de façon principale les groupes les plus âgés au Québec. Donc, la plupart des gens qui ont répondu oui à cette question-là ont 50 ans ou plus. Et ce qu'on observait depuis le début de la pandémie, c'est aussi ce groupe d'âge-là qui a la perception du risque la plus élevée. Donc, il y a probablement un effet d'âge qui risque de s'atténuer lorsqu'on va se mettre à vacciner des groupes plus jeunes, mais qui, en termes de mobilisation, engagement de la population, va nécessiter une bonne réflexion sur les messages à mettre de l'avant pour motiver, promouvoir la vaccination, mais aussi s'assurer du maintien de la motivation des gens face aux mesures recommandées, aux autres mesures recommandées. Et donc, en termes de conclusion, quand on regarde nos résultats au Québec, ce que l'on voit, et qui peut peut-être être un peu différent de ce que l'on peut entendre ou percevoir dans les réseaux sociaux ou dans les grands médias, c'est que la majorité de la population continue d'adhérer aux mesures. Évidemment, on mesure certains comportements non recommandés, entre autres le fait d'avoir fait des rassemblements privés, puis c'est sûr qu'il y a des écarts, des exceptions. Puis les gens se permettent toutes sortes de petits assouplissements personnels. Mais quand on regarde globalement, on ne peut pas dire qu'il y a un enjeu majeur d'acceptation au Québec. On voit aussi que les perceptions des risques demeurent élevées dans la population, puis ça a un impact sur l'adhésion aux mesures recommandées. Et on a observé aussi depuis le début de la pandémie un impact important de ce qui est discuté dans les grands médias sur les réponses puis les comportements de la population. Entre autres, au retour du congé des fêtes, avec tous les articles qui mettaient de l'avant des récits de soignants très difficiles, on a réellement vu dans nos sondages un changement dans les attitudes. Donc, de la même façon, quand on parle d'embellie, de succès de la vaccination, il y a une diminution de l'adhésion, puis ça se reflète aussi là, dans nos sondages. Puis, je termine en disant que la vaccination n'a pas pour l'instant eu d'impact majeur là, sur les perceptions des risques, mais ça risque certainement de changer. Et en terminant, je veux remercier l'équipe qui travaille avec moi sur ces sondages-là, puis souligner encore que c'est grâce à un financement du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Voilà la fin de ma présentation.
Bien, merci beaucoup, Ève, pour cette présentation. Il y a plusieurs questions qui sont apparues dans le chat que je vais me permettre de transférer et s'il y a certains qui veulent intervenir. Donc, en fait, une question de Kim Lavoie qui dit les gens sont hésitants à se faire vacciner, sont 6 fois moins observants aux consignes sanitaires en général. Donc, ça, c'est une information qu'elle donnait, mais elle pose une question. Quelle variable avez-vous utilisée pour définir vos profils d'attitude? Et que suggéreriez-vous que nous fassions pour motiver ceux qui sont ambivalents ou résistants? En fait, dans notre questionnaire, on a une 60aine de questions. Donc, on a vraiment utilisé beaucoup de questions. Les principales, c'est les comportements dans les 7 derniers jours, les attitudes face aux mesures, puis notre question phare de perception des risques. Ce que je dis généralement, c'est que quand on regarde le continuum, je pense que la cible en termes de message populationnel, c'est vraiment le milieu du spectre. Je pense que les opposants ou les très récalcitrants, ce que l'on vise surtout, c'est essayer que leur discours ne contamine pas la majorité silencieuse. Je pense que le focus important sur les gens qui ne respectent pas les consignes, qui manifestent, ça peut être démobilisant pour les gens qui font des efforts, qui suivent les recommandations, puis que là, ils se voient, bien, pourquoi continuer à le faire alors que plein de monde ne le font pas? Donc, je pense qu'il faut plutôt essayer d'écarter ce groupe-là et pour le groupe du milieu, bien, les éléments soulevés par Kim font du sens, là, ça reflète exactement ce que l'on dit. Donc, rappeler aux gens pourquoi on le fait, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la cible, qu'est-ce que l'on vise. Puis aussi, parce que l'on est humain, puis parce qu'on a besoin de contacts sociaux, je pense qu'une stratégie qu'on a pu utiliser, c'est toutes les approches de réduction des méfaits. Donc, dire aux gens, bien, on comprend, vous avez besoin de vous voir comment vous pouvez le faire en minimisant les risques. Ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup mis de l'avant jusqu'à maintenant. J'ai une autre question qui vient, en fait, vous avez dit à un moment donné, il y a 10 points de différence. En fait, vous parlez d'un 37%. Est-ce que Thomas, tu veux intervenir peut-être spécifiquement, la mettre dans le contexte? Thomas Poder. Oui, en fait, c'est quand vous avez présenté le nombre de personnes qui ont été vaccinées ou qui ont reçu une première dose, je suppose, là, 47%. C'est différent des données qui sont disponibles sur le site du ministère, en tout cas sur le site de québec.ca. Et c'est 10 points moins. Quand on regarde toute la population du Québec versus les 18 ans ou plus. Parce que là, on met la donnée vaccinale sur le site du gouvernement du Québec sur l'ensemble des Québécois. Même ceux pour qui le vaccin n'est pas offert. Ça fait que c'est sûr que ça change beaucoup là, quand on regarde juste les 18 et plus. OK, donc les 2 millions de Québécois qui ont moins de 18 ans. Merci beaucoup. On a une question parmi les spectateurs, en fait. Alors, on peut peut-être donner la parole, Monsieur Martin Lalonde, si vous voulez vous présenter, et puis pouvoir, je pense qu'on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question directement. J'ai l'impression que c'est bon. Oui, je vais ajouter ma caméra en quelques secondes. Merci pour me laisser la parole. Merci, Ève, c'était très intéressant. Je m'appelle Martin Lalonde. En fait, je suis à la maîtrise en santé publique à l'UDM. Les travailleurs de la santé, en fait, ma question, c'est est-ce qu'on a gagné le combat? On a une augmentation faramineuse du taux de vaccination, de la couverture vaccinale des travailleurs de la santé québécois depuis que le gouvernement a serré la vis, je pense, le 8 avril de ce mois-ci. On est passé à peu près là, de mémoire de 57% à, selon mes estimations, parce que j'avais de la misère un petit peu avec le dénominateur, le nombre de travailleurs de la santé au Québec. J'étais arrivé à 82,3% en date du 30 avril. Ça représente une augmentation de à peu près 25% en quelques semaines, quelques jours, pour avoir reçu au moins une dose. Puis je dois ajouter, ça l'inclut aussi les deuxièmes doses. Donc, il y a ça aussi qu'il faut tenir compte. Mais Ève, à ton avis, est-ce que d'abord la mesure a l'air d'avoir fonctionné? Puis, est-ce que tu penses que c'est pérenne dans le sens que est-ce que ça va, si les travailleurs de la santé ont eu une bonne réponse à la première, ont eu une bonne expérience avec la première dose, est-ce ça va être plus facile pour eux d'accepter volontairement la deuxième? Puis, est-ce que pour toi, 82,5, c'est un bon pourcentage pour atteindre, je sais qu'on ne parlera peut-être pas
d'immunité de groupe, mais au moins comme un pourcentage qui satisferait les objectifs de la santé publique chez ce groupe-là à risque? Bien, excellente question. D'abord, toute la discussion sur la cible à atteindre, elle est très mouvante. Il n'y a toujours pas de consensus scientifique parce qu'il manque de données sur la transmission, puis avec l'impact des variants, tout ça. Donc, c'est ça. Puis l'efficacité des vaccins, je pense que pour les groupes très exposés ou qui sont en contact avec les personnes très vulnérables, ce que l'on veut, c'est un maximum de couverture vaccinale. Tu sais, utopiquement, on pourrait dire vouloir vacciner tous ceux qui n'ont pas de contre-indication médicale. C'est certain que c'est difficile d'isoler l'impact d'une mesure comme l'arrêté ministériel qui rend soit la vaccination, soit le dépistage obligatoire, mais ça a certainement un impact. Et ça a un impact aussi indirect dans le sens que ça force un petit peu les organisations de santé, les CIS, les CIUS, les résidences intermédiaires à offrir la vaccination. Tu sais, on sait, là, les gens qui n'étaient pas sur place au moment où est-ce que c'était la vaccination, ils devaient aller ailleurs pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Et donc, là, bien, possiblement, le fait de rendre ça obligatoire avec une contrainte a fait en sorte qu'on est allé davantage sur le terrain offrir la vaccination. Je pense que la question, une fois qu'on a eu une dose, généralement, les gens sont enclins à aller chercher leur deuxième dose. Par contre, c'est un vaccin qui est très réactogène et donc, il y a possiblement qu'il y aura encore du travail à faire si les gens ont des effets secondaires, même si ce n'est pas des effets secondaires graves après une première dose. Des fois, ça peut démotiver à la seconde dose. Il y a toutes sortes de travaux, puis je pense que quand on réfléchit à l'hésitation à la vaccination, jusqu'à maintenant, l'intention était très élevée chez les groupes plus vieux puis diminuait avec l'âge. Donc, on est toujours dans une situation où est-ce que l'offre ne rencontrait pas la demande, mais on est près du point de bascule et c'est là qu'on va observer là, s'il y a des enjeux réels d'acceptabilité. C'est dans les prochaines semaines que ça va devenir plus apparent. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Nathalie? Oui, vas-y, Kim, vas-y, interviens, vas-y. Oui, je suis complètement d'accord avec Ève. Et juste pour ajouter, je pense que pour chaque consigne sanitaire, vaccination ou quoi que ce soit, chaque individu fait un genre d'analyse coût-bénéfice. Et à partir du moment où les coûts de ne pas se faire vacciner ou les coûts de ne pas écouter des consignes dépassent, mettons, les bénéfices en ne pas écoutant ou ne pas se faire vacciner, c'est ça, d'après moi, qui rentre en jeu. Et c'est pour ça que je pense, c'est peut-être pas populaire, mais je pense que le couvre-feu, c'est ça qui a fait un peu effet. C'est que là, pour tricher un peu en soirée, le week-end et tout, là, ça coûte très, très cher si tu fais prendre. Et le fait que il donne des amendes et il publie, ben, j'ai donné 300 amendes et tout ça. Ça renforce, oh mon Dieu, OK. Et ça joue dans la perception de risques et des risques ou des désavantages à ne pas adopter ou respecter les consignes. Alors, à mon point de vue, quelqu'un qui travaille en changement comportemental, c'est ça qui est l'ingrédient actif, que ça change la balance en termes de coûts et bénéfices. Parce que comme on a vu, qui ont voyagé, mais disaient là, ben c'est pas légal, c'est correct, moi j'en ai besoin, je respecte les consignes de quarantaine et tout ça. C'est quoi le problème? Mais il y a beaucoup de gens qui étaient enragés de ça et tout, mais là, c'est parce que la perception de bénéfice en allant à Cuba, ben, c'était plus grande que les risques de ne pas y aller. Alors, ça pour dire, je pense que ça a un effet important et ça va l'avoir, ces genres de politiques, même s'ils ne sont pas populaires pour plusieurs. Merci beaucoup. Merci Martin, merci pour ces échanges. Pendant un moment, on se serait cru dans la même pièce en train d'échanger avec une intervention. Martin qui apparaît d'un coup en tout cas. Merci beaucoup à tous. Donc, merci Ève et merci Kim et puis merci Karl Hardy pour cette première partie de conférence très intéressante. On prend une 10 minutes de pause santé et on revient avec la deuxième partie de la matinée avec Olivier Drouin qui va nous parler évidemment des études en cours qui ont été faites en collaboration à l'Université de Montréal, le CHU de Sainte-Justine et toute une partie de nos équipes au Cyrano. Donc, une pause de 10 minutes et on revient à 10h40, on va dire 50. Merci beaucoup. À tout à l'heure.